Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Le 19 avril 2012, au cœur d'un coin isolé du nord de l'État de New York, une nuit paisible a viré au cauchemar. Cet endroit, habituellement apprécié pour sa sérénité, s'est soudain teinté de rouge. Aux alentours de 23 heures, Frank Bennett a composé un appel d'urgence qui allait déclencher une enquête des plus troublantes. Avec une voix tremblante, il a déclaré « Un homme est entré chez moi et a tué mon fils. Il lui a tiré dans la tête à bout portant. » Le drame s'est déroulé à une vitesse terrifiante. Dan Bennett, âgé de 30 ans, n'a eu absolument aucune chance. Le tir, d'une brutalité inimaginable, a pulvérisé son crâne, laissant une scène macabre dans son sillage. Le tireur méthodique et glacial s'est éclipsé aussi vite qu'il était arrivé. Frank, qui se trouvait dans le sous-sol au moment des faits, a raconté avoir entendu la porte d'entrée s'ouvrir, suivie du cliquetis d'un interrupteur. Une poignée de secondes plus tard, un bruit assourdissant a retenti. Précipité par l'urgence, Frank a gravi les escaliers, mais à peine arrivé à l'étage, tout ce qu'il aperçut, c'était le hurlement des pneus d'un véhicule s'éloignant dans la nuit. Son fils, lui, était déjà sans vie. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont trouvé un homme effondré, les mains tremblantes, incapable de détacher son regard de la maison où tout s'était écroulé. Frank, encore sous le choc, craignait que le meurtrier ne revienne, alors que la réalité de la perte de son fils l'écrasait de plus en plus. Une fois à l'intérieur, les enquêteurs ont fait face à une scène insoutenable. Dan Bennett gisait sur le canapé du salon, un spectacle qui témoignait d'une attaque fulgurante. Il semblait qu'il avait été pris au dépourvu, probablement endormi ou détendu, lorsqu'un coup de feu à bout portant l'a terrassé. Le fusil de chasse, un calibre 12, avait fait des ravages, ne laissant aucune chance à la victime. Les indices sur place étaient aussi glaçants que révélateurs. Une cartouche vide, négligemment abandonnée derrière la porte, laissait penser que l'assassin n'avait pas pris la peine de la ramasser. Rien d'autre ne semblait déplacé ou volé. Pas de lutte, pas d'effraction. Tout pointait vers une exécution froide et calculée. Les enquêteurs ont rapidement éliminé la piste d'un cambriolage. Ce crime n'avait rien d'un acte impulsif ou aléatoire. C'était personnel. Tout dans la précision du geste indiquait une motivation enracinée dans une rancune ou un conflit. Et qui mieux que le cercle proche de Dan pouvait révéler un tel mobile? Frank, encore sous le choc, a brisé le silence avec une hypothèse. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, avait dû provoquer une telle rage chez l'assassin. Son fils avait-il des ennemis ou des secrets capables d'attirer une telle vengeance? Ce qui était clair, c'est que cette nuit marquait le début d'une enquête tortueuse, où chaque détail allait peser lourd. Frank a confié aux policiers un détail qui allait considérablement orienter leur enquête. Le lendemain du meurtre, Dan devait se rendre au tribunal. Il y était convoqué pour contester les droits de garde de sa fille, Lillian, âgée de 5 mois. Un sujet sensible qui l'opposait directement à son ex-femme, Alice Trapler. Ce divorce, selon Frank, avait été un véritable champ de bataille. Autant dire que, dans l'immédiat, Alice devenait la suspecte numéro 1. Mais qui était vraiment cette femme? Alice Trapler a grandi à Edison, un petit bourg à une trentaine de kilomètres du lieu du drame. Cependant, son histoire ne débutait pas ici. Née à Philadelphie, elle a passé les premières années de sa vie en ville, entourée du tumulte urbain. Mais ses parents, en quête de tranquillité, ont décidé d'acheter une ferme à Edison pour offrir à leurs enfants une vie plus calme, loin des distractions de la ville. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, Alice a quitté la maison familiale, avide d'expériences nouvelles. Elle a poursuivi ses études au collège avant de déménager au Texas, où elle avait trouvé un emploi dans la construction. Une aventure professionnelle qui ne dura qu'un temps, puisqu'elle a fini par revenir à Philadelphie. Là, elle s'est réinventée en tant que designer paysagiste, une carrière dans laquelle elle a rencontré un certain succès. Alice n'était pas une femme ordinaire. Derrière son allure simple se cachait un caractère bien trempé, forgé dans son enfance. Petite, elle était une vraie tornade,
mais son côté turbulent ne l'avait jamais empêché de maintenir des liens très étroits avec ses parents. D'ailleurs, il était courant qu'elle fasse de longs trajets pour venir leur rendre visite chaque week-end. C'est au cours d'un de ces week-ends, en 2002, qu'Alice a fait la rencontre de Thomas Wesley Borden, son futur premier mari. Thomas, âgé de 23 ans, était tout le contraire de la jeune femme dynamique et accomplie. C'était un rebelle, un garçon à problème, dont la vie ressemblait à une longue série d'échecs. Il avait abandonné l'école en 9e année, un acte qui a marqué le début de ses ennuis. Thomas vivotait de petits boulots comme ouvrier agricole et s'adonnait régulièrement à de petits vols, prenant tout et n'importe quoi, cigarettes, barres chocolatées ou autres babioles sans grande valeur. Mais Alice, avec ses 29 ans, n'était pas du genre à se laisser impressionner par ce passif douteux. Le bad boy Thomas, malgré son côté rugueux, avait quelque chose qui l'attirait. Et lui, de son côté, est tombé immédiatement sous le charme de cette femme pleine de vie, avec son esprit vif et sa beauté naturelle. Leur différence d'âge, 6 ans, ne fut pas un obstacle. Très vite, ils ont découvert qu'ils partageaient des traits communs. Tous deux débordaient d'énergie, étaient fonceurs et avaient un goût certain pour l'aventure. Pour Thomas, Alice était une révélation. Quant à Alice, elle a été séduite par son côté bad boy. À cette époque, elle était pourtant déjà en couple avec un autre homme. Mais son attirance pour Thomas a été plus forte. Elle a rompu avec son partenaire pour se plonger dans une histoire d'amour fougueuse avec ce garçon rebelle. Au bout de 6 mois, Alice et Thomas se sont mariés et ont déménagé à Philadelphie, où Alice possédait une belle maison de style campagnard. Tout semblait parfait, du moins en surface. Thomas a soutenu Alice dans toutes ses ambitions, et elle en a fait de même, notamment en acceptant de s'occuper des 2 filles issues d'une précédente relation de Thomas. Alice rêvait depuis toujours d'être mère. Ne pouvant tomber enceinte malgré ses désirs, elle voyait dans ses petites filles une chance inespérée de réaliser une partie de son rêve. Mais, derrière ces apparences idylliques, des fissures se sont rapidement formées. Quelques mois seulement après leur installation, Alice a commencé à découvrir qu'elle ne connaissait pas vraiment son mari. Son impulsivité, sa désinvolture, tout ce qui l'avait charmé chez lui s'est transformé en défauts insupportables. Thomas, bien que charismatique, s'est révélé irresponsable et volage. Il disparaissait parfois pendant plusieurs jours, sans prévenir, laissant sa femme gérer seule la maison et les enfants. Ces comportements ont profondément agacé Alice, qui avait un besoin viscéral de contrôle et d'ordre dans sa vie. Pire encore, Thomas se montrait indifférent au sort de ses propres filles, ce qui a blessé Alice au plus profond d'elle-même. Malgré ces tensions, leur mariage a duré 4 ans jusqu'à ce qu'Alice perde toute patience. Elle a demandé le divorce, mais elle n'a pas voulu abandonner les 2 petites filles auxquelles elle s'était profondément attachée. La bataille pour la garde a été rude. En 2009, le procès a commencé, et ni Alice ni Thomas n'étaient prêts à céder. Finalement, un compromis a été trouvé. Les filles sont allées vivre chez les parents de Thomas, où elles se sentaient bien. Cependant, elles ont continué à entretenir une relation très proche avec Alice, qui leur rendait souvent visite. Après son divorce, Alice a emménagé chez sa mère à Edison. En 2010, elle a même acheté une vieille ferme qu'elle a entièrement rénovée. Son talent pour la construction et l'aménagement paysager l'a aidé à transformer la propriété en une charmante maison. Elle a également décroché un poste dans une entreprise de construction tout en travaillant sur des projets d'aménagement paysager très lucratifs. Alice semblait enfin reprendre le contrôle de sa vie, mais un vide subsistait. Elle vivait seule, et son rêve de devenir mère semblait s'éloigner. C'est à ce moment-là qu'Alice a rencontré Dan Bennett, un homme de 29 ans, sur un site de rencontre en ligne à la fin de 2010. Dan, de 8 ans son cadet, avait grandi dans une ferme tout comme elle. Ils partageaient un amour pour le travail manuel et les grands espaces. Dan était robuste, légèrement rustre, et avait un caractère bien trempé. Sa fermeté, bien qu'un peu brutale, attirait Alice. Et bien que ses fréquentes bagarres dans des bars aient pu en dissuader certaines, Alice, habituée aux mauvais garçons, n'y voyait aucun problème. Leur relation a progressé rapidement. En février 2011, seulement 3 mois après le début de leur histoire, Alice a découvert qu'elle était enceinte. La nouvelle a illuminé sa vie. Elle l'a annoncé avec une joie débordante à Dan, qui a partagé son enthousiasme. Peu après,
Dan a emménagé avec elle, et ils se sont mariés dans la foulée. Pour Alice, tout semblait enfin se mettre en place. Sa vie, qui avait connu tant de hauts et de bas, semblait désormais sur la voie de la stabilité et du bonheur. Peu après leur mariage, le caractère d'Alice s'est rapidement manifesté, reprenant le dessus dans leur relation. Elle voulait tout contrôler, absolument tout, des petites habitudes de Dan jusqu'à ses relations avec ses amis. Mais Dan n'était pas le genre d'homme à apprécier qu'on lui dicte sa vie. L'homme avait son propre tempérament et leur cohabitation s'est transformée en un affrontement constant. Les petites disputes anodines, qu'on aurait pu qualifier de normales pour un jeune couple, se sont vite intensifiées. Ce n'étaient plus de simples ajustements. Leurs querelles ont pris de l'ampleur et les reproches, souvent absurdes, ont commencé à s'accumuler. Dan était exaspéré. En avril 2011, à peine quelques mois après le début de leur vie commune, la situation a dégénéré. Lors d'une dispute particulièrement houleuse, Alice a littéralement explosé de colère. Elle a saisi une cafetière et l'a abattue sur la tête de Dan. Cet acte impulsif a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dan a quitté la maison sur le champ, traitant Alice de folle. Il est retourné chez ses parents, jurant qu'il n'avait plus rien à voir avec elle. Mais malgré cela, Dan voulait rester un père présent pour sa future fille. Il était déterminé à jouer un rôle dans la vie de son enfant, même si cela signifiait maintenir une relation tendue avec Alice. Cependant, cette volonté n'a pas été réciproque. Alice a ignoré toutes ses tentatives de communication. Elle ne répondait ni à ses appels, ni à ses messages. Pour Dan, c'était insupportable. Il lui écrivait presque quotidiennement, demandant des nouvelles, suppliant pour être informé de l'état de santé de son futur enfant. Mais Alice n'a rien voulu entendre. Elle l'a laissé dans le silence, le plus total. Ce mépris a enflammé les tensions entre eux, et leurs échanges sont devenus plus qu'hostiles. Selon la sœur de Dan, Alice n'hésitait pas à le menacer directement lors de leurs rares conversations. Puis, en novembre 2011, leur fille est née. Mais Alice n'a même pas pris la peine d'informer Dan de cet événement. Pire encore, elle a interdit toute rencontre entre le père et son enfant. Pour Dan, ce fut un véritable coup de poignard. Il voulait voir sa fille, être un père, mais Alice restait inflexible, catégorique. Elle l'avait exclu de la vie de l'enfant, comme s'il n'existait pas. Dan n'a pas abandonné. Il a engagé un avocat pour l'aider à établir ses droits. Selon ce dernier, Alice n'avait aucun fondement légal pour empêcher Dan de voir sa fille. Mais il fallait passer par un tribunal. Dan a donc saisi le tribunal des affaires familiales, espérant obtenir le droit de voir son enfant. Cependant, les démarches judiciaires étaient longues et frustrantes. Même après 6 mois de procédure, il n'avait toujours pas pu rencontrer sa fille. Enfin, une date a été fixée pour le procès, le 20 avril 2012. Dan voyait cet événement comme un tournant, une chance de réparer les choses. Mais il n'a jamais eu cette opportunité. La veille de l'audience, il a été abattu d'une balle de fusil à bout portant, alors qu'il se reposait chez lui. Un meurtre brutal, prémédité, qui a brisé ses espoirs et a mis fin à son combat pour être un père. Le procès ne s'est jamais tenu. Selon le témoignage de Frank Bennett, père de la victime, la tragédie a débuté de manière brutale et inattendue. Ce soir-là, Frank se trouvait au sous-sol de sa maison lorsqu'il a entendu la porte d'entrée s'ouvrir brusquement. En quelques secondes, un coup de feu assourdissant a retenti, brisant le calme nocturne. Il a immédiatement gravi les escaliers, paniqué, mais le temps qu'il atteigne le salon, le malfaiteur avait déjà pris la fuite. Tout ce qu'il a vu en arrivant, c'était la porte grande ouverte et le bruit d'un véhicule tout-terrain qui s'éloignait à toute allure dans la nuit. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert une scène glaçante. Dan Bennett, 30 ans, était affalé dans un fauteuil devant la télévision où il s'était vraisemblablement assoupi après une longue journée de travail. Il avait été abattu à bout portant, sans aucune chance de se défendre. Le tir avait été fatal et Dan était mort sur le coup. L'arme du crime ? Très probablement un fusil de chasse, puisque les enquêteurs ont trouvé sur le sol une douille de calibre 12, un calibre couramment utilisé pour les fusils Winchester. Mais pour l'instant, c'était la seule piste tangible. Une expertise balistique devait encore confirmer ces indices. En interrogeant les voisins, les policiers ont rapidement corroboré le récit de Frank. Plusieurs témoins avaient entendu le bruit sourd du coup de feu, suivi du départ précipité d'un véhicule.
Tout indiquait que l'assassin avait agi rapidement, presque méthodiquement avant de disparaître dans l'obscurité. Un crime net, froid et exécuté avec une précision troublante. Lorsque les enquêteurs ont questionné Frank sur les ennemis potentiels de son fils, une figure s'est immédiatement imposée, Alice Trapler, l'ex-femme de Dan. Frank a décrit leur relation comme un véritable champ de bataille. Alice, selon ses dires, cherchait un contrôle absolu sur la vie de Dan, et lorsque celui-ci s'était opposé, elle lui avait interdit tout contact avec leur fille. Dan avait trouvé refuge chez son père après leur séparation, mais l'interdiction de voir sa petite fille l'avait plongé dans un profond désarroi. Frank s'est souvenu d'un épisode particulièrement frustrant, survenu à Noël. Alice l'avait appelé pour lui proposer une rencontre avec sa petite fille. Un miracle inattendu, pensait-il à l'époque. Il avait accepté avec joie, mais la conversation avait rapidement tourné court lorsqu'il avait suggéré qu'Alice permette également à Dan de voir leur enfant. Selon Frank, Alice était devenue glaciale et avait brutalement mis fin à la discussion en affirmant qu'elle n'autoriserait jamais Dan à entrer en contact avec leur fille. Frank était outré par cette attitude, qu'il considérait comme injustifiée et illégale. Il décrivait Dan comme un homme au caractère parfois indiscipliné, certes, mais profondément bienveillant. Un père qui rêvait d'aimer et de protéger sa fille. Après cet appel déchirant, Dan avait décidé de prendre les choses en main et de recourir à la justice. Avec l'aide d'un avocat, il a entamé une procédure pour obtenir le droit de voir son enfant. Mais cette bataille juridique traînait en longueur. Enfin, une audience a été fixée au 20 avril 2012. C'était un moment décisif pour Dan, son dernier espoir de réunir sa famille. Mais cet espoir a été anéanti la veille de l'audience, lorsqu'un assassin impitoyable l'a abattu, brisant à jamais ses rêves de paternité. Les policiers n'ont pas eu besoin de chercher bien loin pour obtenir une première piste dans cette affaire. Le mobile paraissait presque évident, et Alice, l'ex-femme de Dan, s'est rapidement retrouvée au centre des soupçons. Mais était-ce aussi simple? Le lendemain du meurtre, à l'aube, les enquêteurs se sont rendus chez elle à Edison, une petite ville située à une trentaine de kilomètres du lieu du drame. Il était à peine 5 heures du matin, mais les policiers savaient qu'il n'y avait pas une minute à perdre. Après tout, les audiences concernant la garde de la petite Liliane devaient débuter dans quelques heures. Mais désormais, avec un père assassiné et une mère suspecte, ces audiences semblaient bien compromises. Alice a ouvert la porte avec un calme troublant, presque glacé. Lorsqu'on lui a annoncé la mort brutale de Dan, son ex-mari, elle n'a montré aucune émotion, comme si cette nouvelle était un simple détail sans importance. Les policiers, déjà sur leur garde, ont rapidement remarqué à quel point la conversation avec Alice dégageait un parfum d'animosité envers Dan. Ce dernier n'était pas simplement un ex-conjoint pour elle, mais une source de rancune et de frustration. Elle a affirmé qu'il avait été violent, insultant, et qu'il menait une vie dissolue, entre dépendance à la drogue et relations douteuses. En somme, pour Alice, Dan Bennett était tout sauf un père modèle. Elle n'a pas nié les tensions concernant leur fille. Oui, ils avaient prévu de régler cela au tribunal. Oui, Dan avait engagé cette procédure. Mais non, elle ne l'aurait jamais tué. Elle a même juré avoir un alibi. Selon ses dires, elle était chez elle avec sa mère au moment du meurtre. Sa mère a confirmé cette version, bien sûr. Quant à l'arme du crime, Alice a assuré qu'elle n'avait jamais tenu un fusil de chasse entre ses mains. Une vérification rapide dans les bases de données a confirmé qu'aucune arme n'était enregistrée à son nom. Pourtant, cela ne la blanchissait pas. Une arme pouvait facilement être acquise illégalement. Malgré tout, les enquêteurs ont dû reconnaître qu'ils n'avaient rien pour l'accuser formellement. Mais le comportement d'Alice ne cessait de les intriguer. Alors, ils ont élargi leur champ d'investigation, cherchant parmi les connaissances et ennemis potentiels de Dan. Ce dernier, avec son tempérament explosif et ses nombreuses altercations dans des bars, semblait capable de se faire des ennemis en un claquement de doigts. La liste des personnes ayant eu des différends avec lui s'est rapidement allongée, mais aucune n'avait un mobile suffisamment sérieux pour justifier un meurtre aussi froid. La piste semblait se refroidir, mais parfois la chance sourit aux persévérants. Une voisine des Bennett a signalé un détail étrange. En allant chercher son courrier, elle avait trouvé une cartouche de fusil de chasse sur la route. La saison de chasse venait de commencer, alors cela aurait pu être anodin. Mais l'endroit où elle l'avait trouvé, si près de la maison des Bennett,
a éveillé les soupçons. Les policiers, toujours à la recherche du moindre indice, se sont précipités pour examiner la cartouche. En comparant la cartouche trouvée à celle découverte sur la scène de crime, les enquêteurs ont découvert qu'elle correspondait parfaitement. Mieux encore, une marque spécifique sur les munitions a permis d'identifier le magasin où elles avaient été achetées, le Walmart local. Les policiers ont immédiatement obtenu les enregistrements des caméras de sécurité de ce magasin. Enfin, une lueur d'espoir brillait dans cette enquête sombre. Les visages filmés par ces caméras allaient peut-être révéler l'identité du tueur. Le jour du meurtre, une piste cruciale s'est éclaircie grâce aux enregistrements des caméras de sécurité du Walmart local. Vers 19 h, soit à peine 4 heures avant l'exécution sanglante de Dan Bennett, un client a été filmé achetant les cartouches fatales. Heureusement pour les enquêteurs, les caméras extérieures ont également capté le véhicule de l'acheteur avec une plaque d'immatriculation bien lisible. L'identification n'a pas traîné. Le véhicule appartenait à Thomas West Borden, le premier mari d'Alice. Les policiers tenaient enfin un nom solide, mais ce n'était pas suffisant pour porter des accusations formelles. Ils savaient cependant que Thomas méritait d'être étudié de plus près. À ce stade, 2 suspects principaux se dessinaient dans l'enquête. Alice, bien sûr, et son ex-mari Thomas. Leur hypothèse ? Un crime organisé en duo, où Alice aurait orchestré l'horreur, et Thomas aurait été l'exécutant. Les enquêteurs ont essayé de garder la tête froide. Alice possédait un alibi fragile mais corroboré, soutenu par sa mère et confirmé par le GPS de son téléphone qui indiquait qu'elle était chez elle au moment du meurtre. Mais l'instinct des enquêteurs leur soufflait qu'Alice n'était pas innocente. Si elle n'avait pas appuyé sur la détente, il y avait de fortes chances qu'elle ait tiré les ficelles depuis les coulisses. Le 22 avril 2012, 3 jours après le crime, la police a contacté Thomas pour un interrogatoire. Sans révéler l'objet précis de leur demande, ils espéraient le faire venir au poste de police et, pourquoi pas, le pousser à trébucher sur ses propres mensonges. Mais Thomas, lui, avait d'autres plans. Au téléphone, il a affirmé qu'il n'était pas en ville et qu'il ne savait pas quand il reviendrait. 1 semaine? 2? Peut-être 1 mois? Sa réponse évasive n'a fait qu'accentuer les soupçons. Les enquêteurs ont insisté, mais Thomas s'est braqué. Il est même allé jusqu'à menacer de se suicider s'il continuait à l'harceler. Cette déclaration dramatique a immédiatement placé la police en alerte maximale. Il ne pouvait pas le laisser disparaître. Encore moins risqué qu'il emporte ses secrets dans la tombe. La traque de Thomas a commencé. Grâce au GPS de son téléphone, ils ont localisé son signal dans une banlieue de Philadelphie. Une patrouille s'est dirigée vers la zone, et bientôt ils ont repéré son pick-up. Mais Thomas n'allait pas se rendre sans résister. Dès qu'il a vu les voitures de police, il a abandonné son véhicule sur un parking et s'est enfui à pied, espérant semer ses poursuivants. La chasse a pris une tournure dramatique. Des policiers ont encerclé la zone, tandis que Thomas se faufilait entre les rues, sa silhouette se fondant dans l'obscurité. Finalement, il a atteint les voies ferrées, espérant utiliser un train pour brouiller les pistes. Mais ses forces l'abandonnaient. Comprenant qu'il ne pourrait pas échapper à la justice, Thomas a choisi une issue fatale. Sous les yeux des policiers, il s'est jeté sous un train qui arrivait à toute vitesse, mettant fin à sa vie et emportant avec lui tout ce qu'il savait sur le meurtre de Dan Bennett. La nouvelle a fait grand bruit. Les médias ont rapidement relayé l'histoire, faisant les gros titres avec des mots comme drame familial et suicide spectaculaire. Mais pour la police, la mort de Thomas n'a fait qu'épaissir le mystère. Était-il vraiment le tueur? Et si oui, avait-il agi seul ou sous l'influence d'Alice? Les réponses, elles, semblaient désormais hors de portée, enterrées avec Thomas sous les rails de cette tragédie. Les journalistes, dans leur style caractéristique, ont comparé les événements à un duel de western, où la justice semblait s'être perdue en cours de route. Certains d'entre eux n'ont pas hésité à accuser la police d'avoir poussé Thomas à mettre fin à ses jours, ajoutant une couche supplémentaire de drame à cette affaire déjà complexe. Pendant ce temps, les enquêteurs, déconcertés et désorientés, se retrouvaient dans une impasse totale. Leur principal suspect s'était évaporé sous un train, et avec lui, les réponses à de nombreuses questions cruciales. C'est alors qu'un nouvel espoir est apparu sous la forme du demi-frère de Thomas, Nathan. Nathan avait hébergé Thomas dans les jours précédant le meurtre. Et d'après lui, Thomas n'était pas seulement venu pour se reposer. Il avait beaucoup parlé d'Alice,
affirmant que leur relation s'était réchauffée. Nathan, pourtant, n'était pas dupe. Il soupçonnait qu'Alice n'était pas revenue vers son ex-mari sans arrière-pensée. Selon lui, elle avait un plan bien précis, et Thomas, toujours éperdument amoureux, s'était laissé manipuler. Nathan a raconté une histoire troublante. Alice aurait demandé à Thomas de s'occuper de Dan. À l'origine, le plan n'était pas de tuer, mais de lui infliger une bonne correction. Le but, l'empêcher physiquement d'assister à l'audience judiciaire concernant la garde de Liliane. Mais Thomas, emporté par son désir de plaire à Alice, semblait avoir dérapé. Le soir du meurtre, le 19 avril, Nathan a vu son demi-frère revenir du Walmart, un sac contenant des cartouches à la main. Thomas s'était préparé méthodiquement, comme un soldat se préparant pour une mission. Pantalon de camouflage, chemise sombre, masque, chaque détail avait été soigneusement pensé. Nathan a essayé de le dissuader, mais Thomas n'écoutait pas. Et sur le chemin, dans la voiture, les choses ont pris une tournure plus sombre. Thomas a soudain lâché qu'il ne comptait pas seulement tabasser Dan, mais le tuer. Nathan était abasourdi. Le plus inquiétant, Thomas lui aurait confié que toute l'idée venait d'Alice. Tout au long de la soirée, il était resté en contact constant avec elle par téléphone, coordonnant leurs actions. Et d'après Nathan, Alice lui avait même donné le fusil de chasse utilisé dans le crime. Arrivé devant la maison des Bennett à 23 heures, le duo était prêt à passer à l'action. Nathan a ouvert la porte et allumé la lumière. Puis Thomas, armé du fusil, a tiré à bout portant sur Dan, qui dormait sur le canapé. Le tir n'a laissé aucune chance à la victime. Dans un chaos silencieux, les deux hommes se sont enfuis, jetant les munitions par la fenêtre sur le chemin du retour, celle-là même qui avait mené les enquêteurs à leur porte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nathan a également révélé que, plus tard, ils avaient enterré le fusil dans le parc d'État de Pinnacle. Cette information s'est avérée exacte. Les enquêteurs ont retrouvé l'arme à l'endroit exact indiqué. Malgré ses aveux complets, Nathan a précisé qu'Alice n'était pas physiquement présente lors de l'attaque. Elle était restée chez elle, mais avait maintenu un contact étroit avec Thomas, orchestrant chaque étape du plan depuis l'ombre. Le jeune homme, Nathan, a finalement révélé la clé pour dénouer ce sombre complot. Le 24 avril, tout s'est précipité. Le shérif adjoint s'est présenté chez Alice Trapler et, sans détour, l'a arrêtée pour le meurtre de Dan Bennett. Fidèle à elle-même, Alice a nié en bloc, clamant son innocence face aux accusations qui s'amoncelaient. Mais cette fois, ces manipulations n'allaient pas la sauver. En 2013, le procès tant attendu s'est ouvert. Alice, surnommée par certains médias la conspiratrice froide, se retrouvait sur le banc des accusés. Les charges étaient lourdes, meurtre avec préméditation, conspiration criminelle et bien d'autres. Le spectre de la réclusion à perpétuité planait sur elle, même si la peine minimale de 15 ans restait une possibilité. Mais soyons honnêtes, personne dans la salle ne croyait qu'elle s'en sortirait à si bon compte. L'exécuteur, Thomas Borden, n'était plus là pour témoigner, ayant emporté ses secrets dans la tombe. Mais cela n'a pas empêché le procureur de dérouler un récit implacable. Selon lui, Thomas n'était qu'un pion dans les mains expertes de cette femme manipulatrice. Alice avait patiemment tissé sa toile, exploitant le désespoir amoureux de son ex-mari pour qu'il exécute son sale boulot. Les avocats d'Alice, quant à eux, tentaient désespérément de minimiser les faits. Ils accusaient Dan d'être un homme querelleur et tentaient même de transformer l'affaire en une histoire de légitime défense teintée de violence domestique. Mais soyons francs, leur argumentation n'a pas convaincu grand monde. Face à l'accumulation des preuves, leurs efforts ressemblaient à un château de cartes prêt à s'effondrer. Et des preuves, il y en avait. Des échanges accablants entre Alice et Thomas ont été retrouvés, détaillant leur sinistre plan. Les enregistrements des caméras de surveillance montrant Thomas achetant des cartouches avaient scellé son rôle dans l'affaire. Quant à Nathan, le demi-frère du tueur, il avait choisi de parler en échange d'une peine allégée. Ses aveux ont confirmé la participation active d'Alice. Pour sa coopération, il a écopé de 19 ans de prison, une sentence qu'il a accueillie en pleurs. Un autre élément troublant a émergé au cours du procès. L'origine de l'arme du crime. Celle-ci provenait d'un autre ancien petit ami d'Alice, un certain Brett Bacon. Après son arrestation, Alice avait tenté de joindre Brett depuis la prison, probablement pour l'influencer ou lui demander de garder le silence.
Mais cette tentative maladroite a renforcé l'image d'une femme prête à tout pour échapper à ses responsabilités. Malgré cela, Alice a continué de nier son implication. Elle est restée stoïque, froide même, tout au long du procès. Le jury, lui, n'a pas été dupé. Après une courte délibération, ils ont rendu leur verdict, coupable de meurtre avec préméditation. La sentence a été lourde, réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Dans la salle d'audience, les émotions étaient à leur comble. La famille de Dan, submergée par le soulagement, a explosé de joie à l'annonce du verdict, tandis qu'Alice, impassible, semblait déjà réfléchir à ses prochaines démarches judiciaires. Elle a bien tenté de faire appel, mais tous ont été rejetés. Et voilà, mes chers spectateurs, la fin d'une affaire aussi tragique qu'horrifiante. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Merci d'avoir suivi ce récit et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les recoins les plus sombres de la nature humaine.